Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Égalité femmes-hommes, emploi des personnes en situation de handicap, place des jeunes, des seniors, des LGBT+, diversité culturelle et de religion, la diversité en entreprise est un vaste sujet. Entre le recrutement, les actions de sensibilisation, la prévention des discriminations et la mise en place, le cas échéant, de sanctions, les RH qui prennent le sujet à bras-le-corps ne chôment pas. Mais finalement, l'égalité est-elle la seule finalité pour les entreprises ? L'image, la peur d'être étiquetée entreprise discriminante ou la volonté de répondre à une demande des salariés sont-elles aussi une réalité ? Nous accueillons aujourd'hui le Dr Christine Nashberger, spécialiste des questions de la gestion de la diversité et de l'inclusion, qui va nous aider à répondre à cette question. La diversité en entreprise, juste une question d'égalité ? Bonjour Christine Nashberger. Bonjour. Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de la diversité en entreprise ? Comment ça se passe sur le terrain ? D'abord, la bonne nouvelle. Donc, il y a une vraie prise de connaissance depuis quelques temps. Donc, si on compare la situation en France avec d'autres pays, notamment les USA, par exemple, on constate que à l'international, donc beaucoup d'entreprises ont déjà travaillé sur le sujet depuis 30 voire 40 ans. Et en France, on est plutôt, depuis 2005, disons qu'il y avait une vraie prise aussi de connaissance. Donc, il y a l'événement qui a un peu marqué les esprits. C'était les événements dans les beaux lieux en France. Mm-hmm. Et suite à ça, donc, on se dit qu'il y a des personnes qui sont finalement aussi exclues du monde du travail. Et ça a eu comme impulsion la création de la charte de la diversité en France. Donc, la charte de la diversité, c'est vraiment un texte d'engagement qui est aujourd'hui proposé en fait aux organisations. Donc, c'est à la fois les entreprises, mais aussi la fonction publique, etc., les collectivités territoriales. Et c'est une démarche. Il s'agit en fait d'une démarche volontariste de mettre en place des actions en faveur de la diversité et aussi finalement de passer le cadre en fait légal et juridique pour lutter contre les discriminations. Aujourd'hui, donc selon le site de la Charte de la diversité, on compte plus de 4000 signataires. Et en France, on est plutôt rentré dans le sujet à travers 2 dimensions de la diversité. Donc c'était le thème du handicap. Donc depuis 1987, on a la loi qui impose en fait aux entreprises qui ont plus de 20 salariés d'avoir un effectif de 6% de personnes en situation de handicap. Donc il s'agit du fameux quota de 6%. Et ça c'est la première dimension en fait de la diversité. Et la deuxième, c'est l'égalité professionnelle. Donc il existe aussi beaucoup de lois en France pour stimuler et pour faire avancer l'égalité professionnelle. Donc l'égalité femmes-hommes, c'est ça ? Exactement. C'est ça dont on parle ? Donc l'égalité professionnelle, donc c'est l'égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. Je cite par exemple la loi de 1972. Donc ça veut dire que cette loi-là, elle pose en fait le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail égal ou un travail de valeur égale. Mais c'est vrai que donc ça c'était la bonne nouvelle, la prise de conscience, qui se généralise. La bonne nouvelle, c'est pardon, je vous coupe. La bonne nouvelle, c'est donc qu'on s'y est mis récemment, mais on s'y est mis concrètement. Exactement. Ensuite, disons la mauvaise nouvelle, peut-être moi aussi en tant qu'enseignant-chercheur, donc on essaye de travailler sur toutes ces questions autour de la diversité. On avance, mais on a l'impression aussi parfois qu'on n'avance pas aussi rapidement. Et avec la diversité, c'est jamais gagné parce qu'on peut faire 5 pas en avant et après on fait 3 pas en arrière, après encore 3 pas en arrière. Et donc du coup, le point de départ, il est perdu. Donc on peut par exemple citer aussi le thème de, encore une fois, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. On a très bien vu avec par exemple le premier confinement que ce sont plutôt les femmes qui ont occupé des enfants en fait à la maison parce que les écoles étaient fermées. Donc elles avaient la double charge, donc à la fois l'école à la maison, mais aussi s'occuper de leur propre vie professionnelle. Et il y a une étude récente en fait de l'INED, donc c'est l'Institut national d'études démographiques, qui montre vraiment que le contexte sanitaire a renforcé les inégalités finalement aussi existantes. Et quels outils les entreprises ont à leur disposition en matière de promotion de la diversité ? Il existe en fait une panoplie d'outils. Donc,
comme par exemple le label diversité. Donc, c'est un label certifié AFNOR. Il existe, comme j'ai déjà évoqué, la charte de la diversité, une charte, par exemple, aussi de la parentalité, la charte LGBT+, donc LGBT, donc les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Et le plus, en fait, c'est pour intersexes, queer, etc. Il existe vraiment beaucoup de chartes, donc des chartes de bonne intention. Je peux encore citer la charte équilibre des temps de vie. Et récemment, aussi, le gouvernement a mis en place l'index égalité. Donc, encore une fois, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc, c'est l'index de rémunération qui doit être publié sur les sites Internet des entreprises. Qu'est-ce qui pousse les entreprises à se pencher sur ce sujet et à agir aujourd'hui ? Dans un premier temps, donc le respect du cadre légal, donc c'est-à-dire que la loi que j'ai évoquée tout à l'heure, la loi pour la gestion des personnes en situation de handicap, donc c'est vraiment le cadre législatif qui pousse à agir. Après, il faut distinguer en fait les outils qu'on vient d'évoquer. Donc la charte de la diversité, c'est plutôt une action volontariste de la part d'une entreprise de se pencher sur cette question-là. Une autre raison, ce serait aussi de prévenir le risque d'image et aussi la perte de réputation, parce que aujourd'hui, la question de diversité et d'inclusion, c'est aussi une question de notoriété. La marque employeur, donc les jeunes, aujourd'hui aussi les jeunes diplômés, par exemple, sont très sensibles à ces questions-là et ils vont choisir aussi un futur employeur qui respecte en fait à la fois leurs droits et aussi le principe en fait de l'égalité. Après, on peut dire aussi que aujourd'hui, en 2021, on parle beaucoup des transitions. Donc, il y a la transition écologique, la transition sociale également. On parle beaucoup d'une entreprise socialement responsable, donc la RSE, donc la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui d'ailleurs devient impact positif. Donc, on voit aussi une nouvelle tendance en fait dans les entreprises. Dont on entend de plus en plus parler, oui, effectivement. Oui. Et donc, c'est-à-dire souvent une politique diversité et inclusion, ça fait partie d'une approche aussi RSE dans l'entreprise. Donc, ça donne du sens aussi aux collaborateurs. Donc, parce qu'une entreprise qui s'engage, évidemment, il y a le lien avec la marque employeur de l'entreprise. Mais on a également constaté que par exemple, les collaborateurs sont aussi fiers d'appartenir à une entreprise citoyenne. Donc, une entreprise, elle n'est pas seulement là pour la dimension économique, donc pour faire de l'argent, mais on est là aussi parce qu'on a une autre mission, une mission plutôt territoriale, une mission aussi sociale. Et ce qui renforce du coup le sentiment d'appartenance et la fidélisation finalement des collaborateurs. Exactement. Donc un autre volet, ça serait également une certaine forme d'optimisation de la politique de la gestion de ressources humaines. Donc c'est à la fois aussi se dire ok, il faut avoir la bonne personne sur le bon poste. Et si j'ai une politique de recrutement qui est assez fermée, donc si on se prive de potentiel, donc ça veut dire aussi évidemment on n'a peut-être pas la bonne personne sur le bon poste. Et les études témoigne vraiment qu'il y a un impact positif sur l'engagement en fait des collaborateurs et également, comme on vient d'évoquer, la fidélisation des collaborateurs. Et la fameuse expérience collaborateur est également renforcée à travers cette politique. Et la dernière raison que j'aimerais évoquer, c'est aussi ce qu'on appelle le business case de la diversité. Donc, c'est-à-dire, ça permet, selon des études aussi scientifiques, d'accroître la performance économique de l'entreprise. Mais attention, c'est pas parce que je mets en place une politique diversité que tout de suite ça va avoir un impact positif sur la performance économique de l'entreprise. Donc il faut que cette politique elle est pensée, elle est réfléchie par rapport au contexte de l'entreprise. Qu'est-ce qui a du sens donc dans ce contexte-là et comment est-ce qu'on va accompagner en fait tout ça. Donc il y a une vraie réflexion derrière et on voit que ça tombe pas du ciel, c'est pas un hasard. Donc on est vraiment c'est un projet aussi. Aujourd'hui ça fait partie aussi des stratégies d'entreprise. Tout ça, je dirais, ce sont des raisons finalement, entre guillemets, louables. Est-ce qu'il y a des raisons moins louables de s'investir sur ces sujets ?
Oui, je pense que tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle en fait le washing. Donc, j'imagine que vous avez déjà entendu parler, du greenwashing. Donc, c'est-à-dire que c'est une entreprise en fait, elle parle beaucoup de la dimension écologique en fait. Donc, on appelle ça le greenwashing pour des questions liées à l'environnement. Le pinkwashing, c'est quand il n'y a pas un réel engagement, en fait. Exactement. Donc, le washing, c'est vraiment le terme qu'on utilise pour dire qu'une entreprise, en fait, elle communique beaucoup, mais derrière, il n'y a pas forcément les actions. Donc, ça peut être le gender washing. Donc, quand une entreprise, elle dit, elle fait beaucoup pour promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, pour la parentalité, etc. Ou pareil, le pink washing, c'est un terme qu'on utilise aussi pour des questions liées à la population LGBT+. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait du washing ? C'est-à-dire que en fait les collaborateurs évidemment ne sont pas stupides, donc ils se rendent compte aussi qu'il y a un décalage entre la communication en fait de l'entreprise et ceux qui vivent en fait à l'intérieur. Donc c'est à la fois évidemment frustrant pour les collaborateurs et ça peut aller jusqu'à une certaine forme de désengagement parce qu'en fait ils voient aussi que on appelle ça aussi le contrat psychologique peut être impacté par le fait que l'entreprise en fait elle est pas honnête et elle se donne une image justement positive à l'extérieur. Donc c'est-à-dire que les collaborateurs ils peuvent quitter l'entreprise parce qu'ils se disent mes propres valeurs sont plus en lien avec les valeurs en fait aussi de l'entreprise. L'entreprise triche et moi c'est hors de question. Je suis quelqu'un de honnête et j'ai besoin d'une culture où on avance ensemble, mais aussi dans toute transparence. Donc éventuellement je m'en vais. Exactement. Donc les collaborateurs quittent. Donc déjà peut-être dans un premier temps, donc il y a un désinvestissement dans l'entreprise. Donc un collaborateur, il peut par exemple venir en retard. Donc c'est des petits comportements au quotidien qui vont nuire aussi à la performance à la fois individuelle, mais aussi à la performance collective. Donc même la performance d'une entreprise, elle peut être impactée d'une manière négative. Parce que les collaborateurs se sentent pas respectés et le turnover peut être plus élevé. Donc, comme on vient d'évoquer, donc les salariés peuvent quitter davantage l'organisation. On parlait tout à l'heure d'image. Est-ce que ça peut également nuire à la réputation de l'entreprise ? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il faut pas oublier que il y a la possibilité de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une vraie tendance, évidemment, aussi depuis quelques années. Je cite juste quelques exemples comme Indeed ou Glassdoor.com. Donc, ils proposent en fait aux salariés, mais aussi par exemple aussi aux candidats, parce que je peux aussi m'exprimer quand j'ai fait un entretien d'embauche dans une entreprise et j'explique comment ça se passait, et aussi aux anciens salariés. Donc, on leur offre la possibilité de parler, de témoigner de leur expérience et aussi de noter l'entreprise. Donc, ça veut dire que c'est marqué noir sur blanc sur un site internet. Évidemment, aujourd'hui aussi, les professionnels RH interviennent sur ces sites pour gérer aussi les commentaires en fait des ex-collaborateurs par exemple et pour un peu réduire l'impact négatif sur l'image de l'entreprise. Quelle tendance voit-on se dessiner dans les entreprises ? Dans les grandes entreprises, on va vers une forme de spécialisation de plus en plus importante de la fonction RH. Donc, il y a aussi aujourd'hui des directeurs et des directrices en fait de la diversité et de l'inclusion. D'ailleurs, on a aussi une association qui s'appelle AFMD, donc c'est l'Association française des managers de la diversité. Donc, c'est une fonction qui se professionnalise beaucoup. Il y a des spécialistes aujourd'hui sur ces questions-là. Et dans les grandes entreprises, on voit également de plus en plus en fait des pratiques individualisées. Évidemment, il y a un cadre plus collectif, mais après on peut aller vers aussi une sorte de diversité plus à la carte. Donc c'est-à-dire un peu chaque collaborateur, il peut par rapport à sa situation personnelle aussi un peu piocher dans les actions diversité de l'entreprise. Pour les entreprises, ça a vraiment un avantage important parce qu'ils prennent en compte en fait aussi des attentes des collaborateurs et ça stimule l'expérience finalement aussi collaborateur. C'est vrai qu'on voit de plus en plus les réseaux dans les grandes entreprises. Exactement, justement, je voulais évoquer l'exemple des réseaux
de femmes, mais ça peut être aussi des réseaux mixtes. Il y a des réseaux des personnes LGBT, plus les réseaux de personnes en situation de handicap. Je peux par exemple citer Sanofi, qui a un réseau de femmes qui s'appelle Gender Balance. Et c'est la raison d'être de ces réseaux-là, c'est vraiment promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et ces réseaux-là mettent en place des actions concrètes, comme par exemple le mentoring. Donc le mentoring, c'est quand une personne plus expérimentée va aider une personne ou un autre collaborateur de mieux gérer en fait sa carrière. Et des formations aussi spécifiques. Donc les réseaux interviennent surtout pour aider les femmes à avancer dans l'entreprise. Parce qu'il y a la métaphore du plafond de verre. On voit très bien que dans certains secteurs, évidemment, il y a beaucoup de femmes, mais plus on monte dans la hiérarchie, de moins en moins, on rencontre des femmes à des postes à responsabilité. Donc ces réseaux aident également à cela. Exactement. Et dans les PME alors ? Dans les PME, je dirais qu'on s'appuie sur tout ce qui fait également la force de ces entreprises. C'est vraiment la proximité, parce qu'il y a évidemment moins de collaborateurs. Donc il y a aussi des actions qui sont mises en place dans ces entreprises-là, parce que on peut évoquer la question de la gestion des personnes en situation de handicap. Mais parfois, pour les petites structures, c'est plus difficile de mettre en place, par exemple, de signer la signature des chartes. Évidemment, c'est peut-être plus facile parce que c'est des chartes d'engagement. Derrière, il faut mettre aussi un peu de moyens, il faut mettre aussi un suivi, il faut mettre aussi des indicateurs, parce que sinon c'est un peu une coquille vide. Et dans les il faut évidemment dire aussi que les labels et certaines certifications, ça peut être aussi le label Lucie, donc c'est un label RSE qui intègre des dimensions de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc toutes ces labels, toutes ces certifications, par exemple, ça coûte cher aussi. Donc les PME sont plutôt réticentes par rapport à dépenser beaucoup d'argent pour stimuler la diversité, mais mine de rien, les PME peuvent aussi s'engager. Donc, je peux citer un exemple, la mise en place d'un tutorat avec des acteurs souvent locaux. Donc, il y a une fondation qui s'appelle FAS. Donc, c'est la fondation Agir contre l'exclusion. Et on peut aussi, justement, un collaborateur, il peut parrainer en fait une autre personne. Donc, il y a aussi l'association Un Parrain, Un Emploi. C'est vraiment aussi accompagner des personnes qui sont en difficulté, qui ont du mal à trouver un emploi. Et ça a du sens aussi pour justement aider les personnes à refaire son CV. Donc, ça peut être très basique et à aider à l'insertion professionnelle. Donc, ça a beaucoup de sens pour les collaborateurs et ça a beaucoup de succès aussi sur le terrain. Et ça, c'est accessible aux PME. Exactement. Et lorsque cette diversité, elle est mise à mal, ce qui arrive malheureusement parfois, quelles sanctions on met en place ? Les entreprises qui prônent une culture inclusive, donc c'est-à-dire que chaque collaborateur, il se sent vraiment respecté et aussi valorisé dans une structure pour ce qu'il est. Dans ce sens-là, il faudra aussi mettre en place une tolérance zéro. Donc, c'est-à-dire, si on peut constater un comportement déviant, par exemple du harcèlement ou une discrimination, faut mettre en place, par exemple, un système d'alerte. Donc, ça peut être une hotline où le collaborateur il peut appeler pour dénoncer ce qui lui est arrivé. Donc, c'est-à-dire aussi, il faut être très clair. Voilà, si une personne est victime de discrimination, comment est-ce que je peux réagir comment est-ce que je vais réagir? Donc, vers qui est-ce que je peux me tourner pour aller chercher finalement de l'aide? Et j'imagine, à côté de ça, on ne laisse rien passer. C'est ce que vous appelez la tolérance zéro, mais ça veut dire on aide les personnes à s'exprimer, mais éventuellement on sanctionne. Exactement. Et on sanctionne comment ? Donc il y a vraiment des sanctions sévères, donc c'est-à-dire ça peut aller d'une mise à pied, mais ça peut aller aussi jusqu'au licenciement, parce que c'est évident si un collaborateur est un harceleur, donc c'est interdit par la loi et c'est interdit aussi dans chaque organisation. Donc du coup il faut
voilà, montrer aux salariés que ce comportement, il n'est pas accepté. Donc, cette tolérance zéro, ça se traduit aussi par des actions concrètes et par des sanctions concrètes. Et on peut aussi le faire connaître, en fait, en entreprise pour montrer, voilà, c'est pas acceptable. Petite précision, lorsque il y a des comportements, justement, qu'il faut dénoncer, soit parce qu'ils nous visent nous, soit parce qu'ils visent un collègue, une collègue, quelle est l'étendue des outils aujourd'hui à la disposition des entreprises ? Les entreprises mettent en place, par exemple, un dispositif d'alerte. Donc, ça peut être une hotline, un numéro d'appel. Donc, les collaborateurs, ou même, par exemple, à Nantes Métropole a mis en place une plateforme où les Nantais et les Nantaises qui sont victimes de discrimination peuvent appeler. Donc, c'est idem aussi pour les agents de Nantes Métropole et de la ville de Nantes. Donc, l'objectif, finalement, aussi de ces outils, c'est de rendre visibles aussi les discriminations et de lutter contre elles. Et en amont, à chaque fois, il faut aussi informer et sensibiliser les salariés, déjà pour leur dire que ça existe, et après aussi de l'utiliser. Donc, en cas de discrimination, par exemple. Donc, aujourd'hui, c'est aussi très important de encourager aussi la parole. Donc, de faire échanger les collaborateurs, parce qu'on voit très bien que certains thèmes, voilà, ça reste encore des tabous, hein. C'est par exemple aussi la question LGBT, donc l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs voilà, un collaborateur par exemple gay, il peut décider de faire ou pas son coming out, donc en entreprise, et ça peut avoir en fait des conséquences. Donc suite à ça, par exemple, il peut se sentir victime de discrimination. Donc c'est important, encore une fois, de vraiment encourager la parole, de proposer des espaces d'échange, tout aussi les réseaux, par exemple, de collaborateurs, de briser aussi des tabous ou de mettre en place en fait des procédures d'alerte pour aider en fait à gérer toutes ces situations-là. J'aimerais évoquer la jeune génération pour terminer. Les jeunes sont-ils prêts à s'emparer des sujets liés à la diversité et à l'inclusion ? Oui, donc je suis vraiment très optimiste par rapport à la jeune génération. Donc on voit qu'il y a une vraie prise de connaissance aussi des jeunes par rapport à ces thèmes-là. Après, pour peut-être nuancer un peu, donc il y a une partie de la jeune génération qui est aujourd'hui fortement sensibilisée, parce qu'aujourd'hui aussi dans les médias, on parle beaucoup en fait de l'égalité. On parle beaucoup aussi, donc par exemple le mouvement MeToo, donc c'est voilà les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Donc je pense que la parole se libère aussi de plus en plus. La question de l'égalité salariale, donc on en parle aussi régulièrement dans les médias. Donc il y a une partie de la jeune population qui est vraiment très sensibilisée. Et l'autre partie de la population, peut-être de la jeune génération, ils ont parfois aussi la sensation que tout est déjà réglé. Parce que, par exemple, aussi par rapport au thème de l'égalité professionnelle, on pense souvent que voilà, il y a des années de lutte en fait déjà derrière nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut encore faire ? Donc, il y a aussi parfois dans les entreprises une certaine forme de gender fatigue. Donc, c'est-à-dire que voilà, les femmes, elles ont réussi, et surtout si on voit une femme aussi à un poste élevé, donc on va dire voilà, ne vous plaignez pas, tout va bien. Vous voyez, Angela Merkel et à la tête de l'Allemagne, mais en même temps, voilà, il y a une partie en fait visible, mais derrière, il reste encore beaucoup d'actions en fait à mener. Donc ça veut dire quoi ? C'est que c'est 50-50 chez les jeunes, si je comprends bien ? En fait, je pourrais pas vous donner une réponse exacte parce qu'il n'y a pas forcément, je pense, une étude en fait là-dessus. Mais selon mon expérience, je vois aussi dans mes cours qu'il y a vraiment des étudiants et des étudiantes qui sont très intéressés par rapport à ces thèmes. Et il y a une deuxième partie justement de la population, qui pense que tout va bien. Donc c'est à peu près la moitié, je pense qu'on peut dire ça, ouais. Mais voilà, il faut y travailler tous les jours parce que c'est pas un thème qui donc faire vivre la diversité et aussi d'aller vers davantage d'inclusion. Donc c'est des thèmes qui sont importants dans la vie quotidienne et ça c'est en fait un peu un point positif également. Et sur lesquels il y a encore beaucoup à faire. Oui. J'ai également noté en fait une ouverture de la jeune génération sur les questions LGBT.
Donc, c'est-à-dire que, aujourd'hui, souvent en entreprise, les directions de ressources humaines pensent que c'est une question qui relève de la vie privée, en fait, des salariés et que ça n'a rien à voir avec la vie d'entreprise, ce qui est pas tout à fait vrai parce que l'entreprise, en fait, elle est vraiment responsable pour un environnement de travail sain. Et les études montrent que les personnes LGBT+ sont souvent davantage harcelées et aussi discriminées dans l'organisation. Donc, on peut y voir aussi une certaine forme de mal-être de la part de cette population-là et même une certaine forme de souffrance. Donc, pour revenir finalement à la question, donc la jeune génération est plus ouverte en fait par rapport à ces questions-là. Et je pense que ils ont des attentes aussi de cette culture inclusive. Et les entreprises, je pense qu'on vont davantage, ou les entreprises qui n'ont pas aujourd'hui vraiment, qui s'intéressaient peu en fait au sujet, vont aller aussi vers ces thèmes-là parce qu'il y a les attentes qui sont là. Merci Christine Nashberger. Merci beaucoup. Le 3e épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur touche à sa fin. Je remercie chaleureusement le Dr Christine Nashberger de nous avoir apporté son éclairage précieux. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Pocket Casts, Podcast Addict, pour découvrir tous les épisodes de notre podcast. À bientôt!